Avec près de 150 000 points de recharge ouverts au grand public, dont 14 000 bornes ultra rapides, la France fait plutôt figure de bon élève en Europe. C'est même l'un des pays les mieux équipés de l'Union européenne. Et pour cause, la France est également l'un des territoires où les ventes de véhicules électriques se sont le plus développées au cours de ces dernières années. Plus d'1 million de véhicules particuliers électriques circulent sur nos routes désormais. Condition indispensable pour l'électrification du parc automobile, les infrastructures de bornes de recharge sont donc au rendez-vous. Et c'est un nouveau secteur économique qui a été créé de toutes pièces avec près de 300 opérateurs régionaux ou nationaux qui opèrent. Cette nouvelle émission du Club Trajectoire Durable s'intéresse donc aujourd'hui à l'écosystème de la recharge en France et son évolution. Je suis ravie d'accueillir mes invités. Claude Renard, vous êtes coordonnateur au déploiement des bornes de recharge et des ZFE au ministère de la Transition écologique. Clément Molison, vous êtes délégué général de l'AVER France. Julien Bedialto, vous êtes cofondateur et directeur général adjoint d'Electra. Et Alain Roland, vous êtes fondateur et président de Station E et président également de la commission dédiée aux acteurs de la recharge électrique au sein de Mobiliance. Alors, on va commencer par faire un petit état des lieux, justement, des bornes de recharge avec vous, Clément Molison. Est-ce que vous pouvez nous dresser l'état des lieux du maillage en France avec les différents types de bornes? Parce qu'on va le voir, on va en parler pendant 1 heure, en fait. Il y a énormément de sortes différentes de bornes de recharge en France. Ah, bien sûr, vous l'avez dit, sur la recharge publique, on est en train d'approcher les 150 000 points de recharge, donc une étape importante. En parallèle, il y a aussi les bornes de recharge privées, c'est là où l'essentiel des recharges ont lieu. Enedis aujourd'hui estime qu'on est à plus de 2 millions d'infrastructures au total. Et quand on zoome quand même sur la recharge publique, c'est celle qui fait le plus parler et qu'on regarde avec le plus d'attention. On voit qu'on a essentiellement de la recharge normale, ce qui est tout à fait logique. Qu'est-ce que vous entendez par recharge normale? Recharge normale, c'est, pour être très technique, en dessous de 22 kW. On se recharge en quelques heures et dans l'ensemble, c'est plutôt pour profiter d'un temps d'arrêt. Vous allez faire vos courses, vous posez sur la voirie publique, vous en profitez pour récupérer un petit peu d'autonomie. Et après, vous avez la recharge rapide, ultra rapide, qui, elle, permet de faire l'itinérance, permet aussi d'accompagner, par exemple, des entreprises qui en ont besoin en cours de journée pour faire le plein. Et donc, c'est tout ce panel de puissance qui permet aujourd'hui de permettre aux électromobilistes de faire leur trajet habituel et occasionnel, ainsi que les vacances qui étaient il y a peu de temps. Alors justement, en parlant des vacances, on a toujours craint, en fait, effectivement, les pics d'attente pour les stations au bord des autoroutes pour la recharge des véhicules des Français en itinérance. Comment ça s'est passé cet été et quel est le degré de satisfaction des utilisateurs en moyenne? Alors, que des bonnes nouvelles pour le moment à partager. La première, on a maillé entièrement le réseau autoroutier en recharge rapide et ultra rapide. On l'a fait en à peu près 2 ans. Il n'y a pas un autre pays européen qui a réussi à le faire en aussi peu de temps et en maillant aussi densément son territoire. Ça, c'est une première très bonne nouvelle. La deuxième, c'est que le réseau tient, on n'a pas de saturation. Pourquoi? Parce que ces installations, elles sont dimensionnées à la pointe. En gros, on fait en sorte que le 15 août, ça passe. Donc le reste du temps, c'est un peu surdimensionné. Mais c'est qu'une première vague et on va continuer à installer, on va continuer à densifier ce réseau parce qu'il faut prévoir l'été 2025, 2026, 2030 et ainsi de suite. Ouais. Donc tout ça, ça va se développer. Les utilisateurs, ils sont satisfaits. Nous, on le voit déjà. On a fait 2 enquêtes d'opinion. En 2020, en 2024. On voit qu'en 2024, ils sont plus nombreux à prendre leur voiture électrique pour aller sur l'autoroute et sur la route des vacances. Donc, ils sont plus de la moitié aujourd'hui à utiliser leur voiture. Et le taux de satisfaction global de la mobilité électrique, contrairement à ce qu'on a pu entendre cet été, est de 93%. En fait, il y a très peu de déçus de la mobilité électrique, que ce soit du côté du véhicule ou du côté de la recharge. Alors, on va rentrer dans le détail, on va pouvoir évoquer chaque point de ces sujets. Est-ce qu'on peut dire, Claude Renard, que les infrastructures de recharge, du coup, ne sont plus un frein à l'électrification des ventes? C'était une des conditions, justement, avoir un maillage suffisamment important pour répondre aux craintes des Français. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on est bien, effectivement? Je vais faire une réponse un peu ambiguë. Je vais répondre clairement, oui, on est bien. Donc, ce n'est plus un frein. Et en fin de compte, je dirais en même temps non, parce qu'en fin de compte, c'est une information qui n'est pas assez connue. Et dans la tête des personnes qui souhaitent passer à l'électromobilité, pour eux, inconsciemment, ça reste un frein parce qu'ils ne sont pas persuadés que le réseau est vraiment bien maillé. Aujourd'hui, très peu de personnes savent qu'effectivement, comme l'a dit Clément Molison, que toutes les aires de service d'autoroute aujourd'hui sont équipées de stations de recharge ultra rapides, surdimensionnées à la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté pour partir en vacances en longue distance avec son véhicule électrique.
Le problème, c'est que les personnes ne le savent pas. Donc il faut qu'on travaille sur de la communication pour informer. Donc aujourd'hui, quand on fait des enquêtes d'opinion, effectivement, ça reste encore comme étant indiqué comme un des freins, alors qu'en pratique, et en réalité, ça ne l'est pas. D'où ma réponse un petit peu... Et justement, alors on a atteint un cap, effectivement, dans le volume de bornes de recharge aujourd'hui en France. C'est quoi les prochaines étapes, en fait, et quel est l'objectif à 2030 ? Alors l'objectif de 2030 a clairement été affiché à 400 000 points de recharge ouverts au public, dont en fait une grande partie de recharge rapide et ultra rapide. C'est vraiment ça l'importance. Mais cet objectif, globalement, reste, on va dire, très théorique, parce que ça va dépendre du parc de véhicules. L'objectif, le vrai objectif, c'est qu'on ait un parc de bornes de recharge qui répondent aux besoins des électromobilistes. C'est vraiment ça. Donc si on n'a pas beaucoup de véhicules électriques, 400 000, c'est surdimensionné. Si on a un pic de vente en 2028, par exemple, il faudra certainement qu'on revoie notre objectif à la hausse. Il faut vraiment qu'on puisse s'adapter au parc de véhicules électriques. Mais les 400 000, c'est aujourd'hui quelque chose de dimensionné par rapport aux différents besoins à venir. Comme l'a dit Clément Moulizon, nos futurs objectifs, c'est densifier, augmenter en fait ces stations pour qu'elles répondent aux différents besoins qui vont venir dans les années à venir. Aujourd'hui, 2024, d'été, il n'y a pas eu de problème. 2025, on pense que ça passera encore avec le réseau tel qu'il est aujourd'hui. 2026, on ne sait pas exactement, si on ne change rien, quelle sera la date de la saturation. Peut-être 2028, 29, 30. Donc c'est pour ça qu'on continue à travailler à monter en puissance les différentes stations. Les opérateurs travaillent également en ce sens, c'est-à-dire qu'ils ont une supervision assez précise des stations. Et dès qu'ils mesurent, alors même pas des débuts de saturation, mais quand une station elle est chargée au-delà de 30, 40 ou 50%, on se dit, là c'est le moment de commencer à réfléchir, à mettre de nouvelles bornes de recharge, à augmenter la puissance de raccordement de la station pour pouvoir se préparer aux années à venir et monter en puissance régulièrement jusqu'en 2030, 35 et au-delà, en fait, jusqu'en 2050, quand on imagine que l'ensemble du parc automobile sera électrifié. Alors, je voudrais qu'on aborde un point, même si ce n'est pas forcément complètement le sujet aujourd'hui, ce soit la recharge dans les copropriétés, qui a été un des points noirs, effectivement, de l'installation et de la recharge pour les Français. Où on en est aujourd'hui ? Et quelle est la problématique aujourd'hui pour effectivement continuer à avancer, et plus vite que ça encore, sur les copropriétés ? Effectivement, aujourd'hui, ça reste... Alors, on dit copropriété, mais nous, on pense plus globalement résidentiel collectif. Okay. Il y a effectivement les copropriétés, mais on a également tout un tas de bailleurs qui ont des besoins d'électrifier. Alors, aujourd'hui, des solutions techniques existent. On a déjà un grand nombre d'opérateurs privés qui équipent des copropriétés. On a plus de 30 000 copropriétés, je parle là de copropriétés qui ont déjà signé avec des opérateurs des solutions de recharge pour équiper des places de stationnement dans ces bâtiments résidentiels collectifs. Aujourd'hui, on compte qu'il y a un peu plus de 10 000 places déjà équipées. Au global, ces 30 000 copropriétés ayant déjà signé, c'est-à-dire que en fait, le passage en assemblée générale est déjà décidé, les conventions sont signées, il suffit qu'un des locataires ou copropriétaires fasse sa demande auprès de l'opérateur et dans les semaines à venir, les travaux sont réalisés et la borne est installée. Ça représente presque 2 millions de places de stationnement qui potentiellement sont déjà équipables sans difficulté. 2 millions. On a donc maintenant, c'est ce que je disais, un gros volet important, c'est les bailleurs. Donc là, typiquement, on est... Je crois que c'est ces jours-ci, on avait un salon à Montpellier sur l'habitat social. Logivolt, donc une filiale de la Caisse des dépôts et consignations de la Banque des Territoires, a présenté, en fait, a fait une conférence spécifiquement sur les solutions qui existent chez les bailleurs sociaux. Les choses existent, les solutions techniques existent. Maintenant, ce n'est pas parce que la solution existe que tout se met en place. Il faut des décisions, il faut que le bailleur fasse alors, pas forcément l'investissement, parce qu'on a des solutions justement de préfinancement, avec Logivolt par exemple, mais il faut que les décisions se prennent, mais les décisions, elles ne peuvent se prendre que quand on a également des demandeurs. Naturellement, on ne va pas équiper massivement l'ensemble des bâtiments si il n'y a pas de besoin. Donc on est dans une phase où on commence à avoir des besoins, qui commencent à faire des demandes, et donc ça se déploie de plus en plus, de mieux en mieux. Les solutions techniques sont là. Il reste encore des freins parce que certaines assemblées générales, par exemple, ne décident pas
facilement, donc il faut passer en vote, faut que ça... Mais il y a le droit à la prise, en fait, qui a été adopté. Vous pouvez juste rappeler exactement ce que... Alors, en fait, le droit à la prise, c'est relativement simple, c'est-à-dire que chaque utilisateur d'une place de stationnement on ne peut pas lui opposer le fait qu'il puisse s'équiper d'une borne de recharge sur cette place. Le syndicat des copropriétaires ne peut pas lui interdire. D'accord. Voilà. Il faut qu'il trouve une solution après, effectivement. Après, effectivement, il faut qu'il trouve matériellement une solution. C'est pas toujours aussi facile. Peut être onéreuse, puisqu'en fin de compte, ça veut dire que toute l'infrastructure sera quelque part à sa charge. Et objectivement, c'est pas forcément la meilleure solution technique. Parce que l'idée, c'est pas que dans une copropriété, on ait 20 personnes qui fassent le droit à la prise. À partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple d'avoir une solution collective, une infrastructure collective, alors soit mise en place par le gestionnaire de réseau de distribution, globalement c'est Enedis, qui met en place ce qu'on appelle une colonne horizontale, il y a une solution, puis après on vient mettre son point de livraison, son compteur Linky sur sa place individuelle, ou un opérateur de recharge, dite solution privée, où l'opérateur de recharge, en fait, tout simplement, prend en charge l'ingénierie, l'étude du dispositif, fait les travaux et met à disposition donc de la personne qui a demandé sa borne, la borne, et derrière fait une opération de gestion, fait la maintenance, et puis donc du coup évidemment facture les sujets à chaque copropriétaire ou locataire, enfin celui qui utilise la place de stationnement. Il resterait combien d'immeubles ou de résidences collectives en fait à équiper en France ? Aujourd'hui, on en est à peine 10%, quoi, à peu près. Donc, il y a encore beaucoup, bien sûr. Oui, il y en a encore beaucoup, parce qu'effectivement, le plus intéressant pour un automobiliste qui a une voiture électrique, c'est de recharger à la maison. On parlera des prix de recharge avec vous également tout à l'heure, bien évidemment. Petite dernière question, tout ce déploiement des bornes de recharge et de cette infrastructure n'a pas pu se faire sans financement public. Donc vous êtes le monsieur financement public et également autour de cette table. L'enveloppe de soutien et de subvention s'élève à combien jusqu'à présent ? Alors on n'a pas défini d'enveloppe globale, parce qu'en fin de compte, les mesures financières d'accompagnement sont diverses. C'est-à-dire typiquement, on a déjà, alors ce n'est pas des mesures budgétaires en tant que telles, mais on a le crédit d'impôt, qui est intéressant, qui est aujourd'hui de 500 € pour l'installation d'une borne à domicile. D'accord. On a mis en place la TVA réduite. Donc ça, c'est aussi un point important qui permet de réduire un peu les coûts. Ça a été évoqué tout à l'heure, l'ensemble des stations de recharge sur autoroute a été financé grâce au plan de relance. Mais ça, c'est derrière nous. Le plan de relance est terminé aujourd'hui. On a eu également un financement d'une centaine de millions d'euros grâce à France 2030, un autre dispositif qui permet également d'accompagner des stations de recharge haute puissance dans les territoires. Et aujourd'hui, on a un dispositif de certificat d'économie d'énergie pour accompagner certains types de bornes, notamment celles qui sont en voirie, les bornes justement en résidentiel collective, et puis un gros volet, un gros chantier qui sera important dans les années à venir, c'est la recharge de la mobilité lourde. Et donc, ces certificats d'économie d'énergie, le programme Advenir, qui est opéré par l'AVER France, permet également de participer au financement des bornes dédiées aux poids lourds au dépôt pour les transporteurs. D'accord. Compte tenu de l'état des finances publiques, on s'attend au pire, on n'a pas encore d'enveloppe très précise en fait. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on a encore besoin de soutien public ? Est-ce que vous allez demander encore un peu de financement ? Est-ce que c'est possible ? Alors le soutien public aujourd'hui, je pense qu'on va l'orienter, mais on va voir en fait les décisions du gouvernement sur la prochaine loi de finances. Donc les débats sont encore en cours. On pense savoir que globalement, il y aura quand même un soutien pour l'électrification, mais à l'accompagnement, à l'achat du véhicule. Ça, c'est quelque chose qui nous semble important. Après, sur les bornes, on était vraiment sur un volet où on voulait amorcer les différentes solutions. L'amorçage, aujourd'hui, est fait. Il faut qu'on maintienne le rythme. Aujourd'hui, en 2024, comme on l'a dit, on est assez bien sur le déploiement des bornes, sauf certains secteurs, comme je les ai évoqués, voirie, poids lourd et résidentiel collectif, qui est maintenant notre priorité. Donc ces trois volets sont vraiment notre priorité. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir, on va dire, de l'aide directe financière en subvention pour continuer à déployer des bornes.
Ok, alors on a dressé un tableau plutôt idyllique maintenant des infrastructures de bornes de recharge. Le tableau n'est pas si idyllique que ça quand même, il y a quand même quelques points noirs dont on va parler bien évidemment tout de suite. Et notamment en juin dernier, en fait, le rapport de l'autorité de la concurrence qui a été publié et qui montrait plutôt une grande absence en fait, de transparence concernant les prix de la recharge en ville, mais aussi sur autoroute. Quels sont les principaux griefs qui ont été remontés par l'autorité de la concurrence, Clément Morizon, et je voudrais vous entendre également juste après Alain Roland. On parlera ensuite de toutes les recharges sur voie urbaine. Effectivement, c'est un rapport qui est extrêmement intéressant, très fouillé, qui a pris un certain temps à l'autorité avant d'être publié. Déjà, un premier point, c'est un rapport qui globalement est positif, c'est-à-dire qu'il identifie un certain nombre de choses qui peuvent être améliorées, mais ne présente pas de sujets majeurs extrêmement difficiles à résoudre. C'est le premier point. L'un des points, effectivement, les plus stratégiques, c'est la question de la transparence des prix. En réalité, aujourd'hui, on a deux modes de paiement et c'est ça qui crée probablement un peu la confusion auprès d'un certain nombre d'utilisateurs. Nos copanélistes en parleront, mais sur toutes les bornes, aujourd'hui, vous avez le prix de la recharge à l'acte. Toutes les bornes, vous faites le test, vous allez sur une borne en voirie publique, vous regardez, vous verrez un prix. Vous verrez d'autres informations, vous verrez quel est l'opérateur, vous verrez le numéro en cas de problème. Tout ça, c'est écrit. C'est très loin derrière nous l'époque où peut-être que ça pouvait être absent. Aujourd'hui, c'est écrit partout. Par contre, on rajoute à ça la recharge en itinérance, ce qui vous permet, avec un badge, d'aller d'un réseau à l'autre. Et auprès de cet opérateur de mobilité, vous allez parfois payer un forfait ou pas. Ça vous permet d'avoir des prix réduits dans certains cas, des services plus spécifiques. Et c'est là où on a des centaines d'opérateurs d'un côté, des centaines d'opérateurs de l'autre, et que tout ça se croise. Et donc, ça crée une multitude de tarifs. Il faut qu'on accompagne la transparence, il faut qu'on accompagne en termes de pédagogie, mais il faut aussi se dire, et ça l'autorité de la concurrence le pointe, c'est que cette multitude d'acteurs permet aussi de susciter la concurrence et est un avantage pour le consommateur qui peut choisir. Un consommateur, il peut aujourd'hui se dire « je ne m'embête pas, je vais à une borne, je paye le prix de la borne et c'est tout ». Et ça, c'est tout à fait possible et certains le font. Et d'autres jouent un peu à payer le moins cher. Donc, ils ont plusieurs cartes, ils regardent le prix en fonction des cartes et ils vont faire avec celle qui leur coûtera le moins cher. Tout est possible, on peut choisir la simplicité, on peut choisir d'être sur le moins cher et progressivement, l'écosystème va sur des systèmes qui permettent d'être et simples et moins chers. Claude Renard, comment on arrive à remédier à ce problème de transparence? C'est quand même assez complexe en fait de savoir exactement où on va. J'atténue un petit peu vos propos, mais pourquoi la lisibilité du prix d'un plein d'électrons, j'allais dire, n'est pas aussi limpide en fait que un plein de carburant. Enfin, le Français moyen, si on veut l'accompagner dans son électrification, il faut que ce soit aussi facile, aussi lisible et aussi transparent. Ça me coûtera tant du watt, ça me coûtera tant s'il y a un forfait. Pourquoi c'est pas aussi simple? Oui, tout à fait. Dans les remarques de l'autorité de la concurrence, il y a quand même deux choses qui sont assez différentes. Il y a la première qui est l'information du consommateur, c'est-à-dire que j'arrive devant une borne, est-ce que je peux trouver simplement la tarification et est-ce que je sais à peu près à l'avance combien je vais payer? Donc ça, c'est un premier point quand même qui est très important. Comme l'a dit Clément Morizon, en fait, ces informations, elles sont présentes. Alors, elles sont présentes, des fois, on ne les regarde pas parce qu'on arrive sur la borne et puis on badge, on met sa carte et on n'a pas regardé. Mais globalement, et de toute façon, c'est déjà une obligation légale. Il y a des agents de la Direction générale de la consommation, concurrence, répression des fraudes. Ça, à chaque fois qu'on met en place un service, on doit présenter en avance la tarification du service. C'est tout à fait normal et c'est habituel pour tous les services. Donc ça existe déjà. Maintenant, il faut qu'on puisse avoir cette visibilité simple. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être compliqué. On ne peut pas mettre, comme sur l'essence, des totems très hauts sur une borne mise en voirie. Typiquement. Donc sur les bornes en voirie, on aura un affichage qui sera peut-être un peu plus petit et ça, c'est un premier point. Donc on a ce sujet-là qu'il faut encore travailler pour pouvoir donner cette transparence plus claire, plus lisible vis-à-vis des utilisateurs. Mais l'existence existe déjà. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas possible, enfin ça n'existe pas, où on arrive sur une borne où il est impossible d'avoir la tarification. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est la différence de type de tarification entre les différents opérateurs pour faciliter vis-à-vis du consommateur une comparaison éclairée des tarifs. Et là, c'est vrai que ça peut être
perturbant d'avoir une structuration tarifaire chez un opérateur qui est d'une certaine, voilà, je vais le dire clairement, qui facture à la minute, et puis un autre qui facture au kilowattheure. Donc là, on se dit, mais du coup, j'y comprends plus rien. J'ai deux structures de tarification qui sont clairement différentes, et derrière, j'ai du mal à comparer. C'est quelque chose, effectivement, qui est... En fait, il faut aussi comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que généralement, quasiment à chaque fois, la recharge rapide, elle est exclusivement au kilowattheure. Donc celle qu'on retrouve sur l'autoroute, ça c'est tout au kilowattheure, donc on compare très très facilement. Même la recharge rapide, les 50 kilowatts proches des supermarchés, sont au kilowattheure. Et la grande majorité même des recharges, on va dire normales, donc comme on disait tout à l'heure, en dessous de 22 kilowatts, parfois sont au kilowattheure, donc ça c'est facile. Et puis on a toute une autre catégorie de recharge, et c'est vraiment de la recharge où on profite d'un stationnement long. Alors long, c'est plus d'une heure, quoi. Et même, on va dire, une demi-journée ou une nuit, quand on est stationné en voirie, où là, naturellement, en fait, la structuration tarifaire inclut le temps dans ce coût final pour l'utilisateur. Mais on ne compare pas, enfin, à mon sens, il ne faut pas comparer une recharge en voirie pour un résident qui n'a pas de recharge à domicile, qui décide là où il gare sa voiture la nuit, qui fait une recharge tous les 10 jours pendant toute une nuit. Éventuellement, il a un abonnement, parce que c'est une borne qui est opérée donc par un opérateur, mais quelque part, c'est un service mis en place par la collectivité. Il a son abonnement avec une recharge. Donc là, il va payer un forfait, il va payer des kilomètres. Et puis, une recharge en itinérance au kilowattheure. Donc on est quand même sur deux types de recharges différentes. Donc c'est pas choquant qu'elles aient deux structurations tarifaires différentes, sachant que dans la première, il y a quand même un gros volet, c'est le stationnement, puisque pendant qu'on est en recharge, on ne paye pas le parc-mètre à côté. Donc c'est aussi quelque chose qui inclut cette notion de temps. Qu'en est-il, je vous pose la question à la relance sous la casquette Mobiliance cette fois, qu'en est-il du paiement par carte bancaire? Enfin, par carte bancaire, il y a un règlement AFIR qui a été adopté par la Commission européenne et qui doit s'appliquer effectivement sur l'ensemble du sol européen. Normalement, on doit pouvoir payer avec une carte bancaire, simplement, facilement. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a des nuances dans ce règlement qui nous auraient échappé, en fait, et dans quel cas, effectivement, le paiement par carte bancaire est obligatoire? Clément et Claude sont aussi au courant de cela, c'est que la décision qui a été prise, c'est d'obliger à mettre des terminaux de paiement par carte bancaire sur les bornes avec une puissance de plus de 50 kW. Et celles qui sont en dessous de 50 kW de puissance n'ont pas l'obligation de mettre ce qu'on appelle le TPE. Donc, déjà, et donc c'est une grande partie quand même des bornes. Alors c'est 95% du parc, oui c'est vrai. Et donc c'est vrai que si on est un monsieur, je sais pas, je viens de Hollande et puis j'arrive en France et j'ai pas de badge français et que j'arrive avec ma carte, c'est vrai que donc ça va les orienter un peu plus peut-être vers les bornes plus rapides parce qu'ils savent qu'au moins ils vont trouver un endroit où se brancher. Et puis, quand on est sur les bornes qui sont un peu plus lentes, en général, c'est les gens un peu locaux. Et ceux qui sont un peu plus locaux, ils ont l'habitude et ils ont un badge. Chez Mobiliance, en fait, ce qu'on fait, on a 3 axes sur la commission pour répondre aussi à la tarification. C'est qu'on a un axe où on est très sur les technologies. Donc, on regarde comment vont évoluer les technologies, notamment les chargeurs. Ce qui fait qu'un prix n'est pas transparent, c'est que des fois, les chargeurs n'ont pas d'écran. Donc, une étiquette, mais donc c'est ça qui évolue dans le temps et qui permet à la fois d'y intégrer des QR codes, à la fois des prix, voire si vous allez sur l'autoroute et que vous prenez un café, aujourd'hui, vous pouvez avoir une facture numérique. Par exemple, vous dites, je la voudrais, vous voyez que ça va vous afficher un QR code qui donne la facture. Donc, c'est une évolution des technologies. Aujourd'hui, il y a déjà 150 000 points de charge, mais il y en a qui ont été installés il y a quelques années, donc il faut pouvoir les faire évoluer. Il y a un deuxième axe sur lequel on travaille, c'est l'effet de ces technologies sur l'industrie et sur l'utilisateur. Et enfin, l'utilisateur, comment on peut faire pour lui donner tous les moyens de paiement possibles. Peut-être que je parle sous le contrôle de Clément et de Claude, et de Julien, on a des QR codes, et les TPE. C'est quasiment impossible de ne pas pouvoir payer sur une borne aujourd'hui, parce que même s'il n'y a pas de TPE, on peut quand même venir flasher un code et puis quand même aller payer sur Internet. Vous confirmez ? Oui, c'est obligatoire. Okay. C'est obligatoire. Donc c'est obligatoire et il n'y a pas de souci. Alors j'en viens à vous, Julien Belliato. En fait, la France, je l'ai vu, on l'a dit en préambule, en fait, est l'un des pays les plus concurrentiels, quasiment en Europe, sur les infrastructures de bornes de recharge. Alors on a des réseaux d'énergéticiens, on a des réseaux de constructeurs comme Tesla, Ionity, on a des opérateurs de recharge comme Station E et Electra. Donc j'en viens à vous bien précisément. Vous êtes l'un des acteurs en vue, en fait, dans le secteur
des bornes de recharge, avec notamment des levées de fonds assez remarquées et remarquables. Près de 304 milliards d'euros, millions d'euros, pardon, excusez-moi, j'en étais... C'est pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Voilà, en début d'année. En fait, pour ces 304 millions, c'est la dernière levée. Oui. Et on est un peu plus de 500 millions au global. Au global, voilà, c'est ça, absolument. Quel est votre modèle économique? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre réseau et la manière sur laquelle vous allez développer ce réseau de bornes plutôt rapides en voirie? Oui, absolument. Alors, Electra, on est je pense que les auditeurs nous connaissent un peu, mais on est un opérateur de stations de recharge rapides ouvertes au public. Donc, on parlait du segment privé, du segment public. Nous, on est vraiment sur le segment public. On fait exclusivement des stations de recharge 100% ouvertes au public, rapides, ultra rapides. C'est-à-dire que la majorité de nos points de charge sont entre 150 et 400 kW, ce qui permet pour les véhicules compatibles, en gros, de se charger 80% en 12 à 25 minutes. La société existe depuis un peu moins de 4 ans, on s'est déployé rapidement. Je pense qu'on a une des plus grosses équipes de recharge rapide d'Europe, d'ailleurs. Aujourd'hui, on a des bureaux dans 9 pays en Europe, mais on a été créé en France, donc c'est le réseau français qui est le plus déployé. Aujourd'hui, en France, on a un peu plus de 250 stations live, ce qui représente... En fait, une station, c'est entre 6 et 12 points de charge pour se représenter. Et pour aller vers le business model, nous, notre métier, c'est vraiment de trouver des parkings bien placés pour les utilisateurs, plutôt en zone urbaine, périurbaine, puisque c'est notre cœur de métier, par opposition à des spécialistes de l'autoroute, comme peuvent l'être par exemple Ionity. Donc plutôt dans des centres commerciaux, des zones d'activité Oui, alors le type de foncier, finalement, pour y aller dans l'ordre, c'est dès que c'est bien placé pour l'utilisateur, et idéalement, s'il y a quelque chose à faire pendant qu'on charge, parce que même 15 minutes, c'est bien si on peut prendre un café, ça marche. Et donc, en l'occurrence, sur le réseau Electra, ça peut être des parkings d'hôtels, ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut être des parkings de centres commerciaux, de supermarchés, d'hypermarchés. Et même, on a des stations aussi sur des parkings ouverts au public type Indigo. On a un partenariat avec Indigo, Altarea, Corinvest. Voilà. Et le business model, parce que c'était la question, c'est de louer ces espaces, louer ces parkings sur le long terme. Alors c'est 15-20 ans en général. On investit, donc on construit les stations. Une station, pour faire simple, c'est un raccordement électrique, un transformateur et quelques bornes, un peu de génie civil. Ça demande un peu de capitaux quand même. Une station en moyenne, alors ça dépend du nombre de points de charge, mais en moyenne, c'est un petit peu moins de 500 000 euros par station d'investissement initial. Donc c'est de beaux objets d'infrastructure. Et ensuite, on exploite le réseau, la station, sur la durée. Et donc, pour compléter un petit peu, ça veut dire que dans nos coûts, on a l'électricité, qui sera peut-être un sujet à discuter après, qu'on achète, la maintenance, les loyers, et puis évidemment, toute la structure logicielle qui permet de piloter tout ça, qui est une spécificité d'Electra sur laquelle on pourra revenir si ça s'y prête aujourd'hui. Et nos revenus sont, comme Claude l'expliquait juste avant, sont liés au kilowattheure qu'on vend. Et nous, du coup, on vend exclusivement aujourd'hui en euros du kilowattheure. D'accord. Voilà. Donc, pas de tarification à la minute? Non. Ça, vous avez on veut que ce soit simple. Et c'est vrai qu'un des points de départ, et c'est très lié à ce que Clément et Claude expliquaient juste avant, c'était vraiment plusieurs choses. C'est la recharge en ville. Jusque-là, c'était beaucoup la recharge lente, qui peut couvrir un certain nombre de besoins. Par contre, pas tous, c'est quand même compliqué de charger la nuit, de payer à la minute, ça peut être cher parce qu'il faut revenir, se lever, enfin c'est assez complexe. Oui, il y a eu quelques surprises de facture en fait, voilà, c'est ça. Pour certains utilisateurs, absolument. C'est ça. Et l'idée d'aller pouvoir se charger, alors je raisonne particulier, d'aller pouvoir se charger quand on n'a pas une borne à la maison, ce qui est quand même le cas dans pas mal de grandes villes, c'est compliqué, Parfois on n'a pas du tout de parking en fait. D'aller se charger une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines aux besoins pendant 15 minutes, ça répond à un grand nombre de besoins. Et ensuite, il y a évidemment, ça a été mentionné aussi avant, les besoins des professionnels. Donc les livreurs, taxis, VTC ont très souvent besoin de se charger rapidement sur la journée en zone urbaine. Donc c'est ces besoins-là qu'on couvre. Et je disais, du coup, pour compléter la réponse sur la trajectoire qu'on a aujourd'hui, alors on a environ 250 stations, ce qui nous positionne effectivement dans les réseaux les plus maillés de France aujourd'hui, en France, et 340 en Europe au total. Donc Vous êtes présent dans quel pays? Alors on a du coup France, Benelux, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Espagne. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un modèle économique. Et on reviendra sur le sujet, bien évidemment, parce que c'est un des sujets à venir, en fait, sur peut-être une concentration des opérateurs sur le territoire français. Alain Roland, vous allez prendre votre casquette Station E cette fois. Vous êtes implanté, vous avez développé un modèle qui est complètement différent de celui de Julien Belliato. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement sur quel est votre modèle ?
Bon, déjà, c'est un peu comme dans la restauration. Il y a des fast-food, il y a les restaurants gastronomiques. C'est qu'on est sur 25% à peu près du trafic se fait sur l'autoroute, les kilomètres consommés, et puis le reste se fait en dehors. Donc moi, je suis plutôt sur la charge sans y penser, c'est-à-dire, Clément donnait l'exemple, on va vaquer à ses occupations. Moi, je suis parti du principe qu'il ne fallait pas changer ses habitudes et qu'on profiterait de charger sa voiture pendant qu'on fait quelque chose. Donc on n'est pas sur les mêmes emplacements que nos collègues de chez Electra, avec qui on collabore en itinérance. Et puis, on a fait une analyse sur notre parc à nous, sur la façon dont les gens se comportent. Par exemple, en moyenne aujourd'hui, en ville, quand quelqu'un vient se charger, on a regardé combien il y avait de batterie, de pourcentage de batterie restant. Donc, aujourd'hui, c'est 37%. Donc, on voit qu'il y a encore un peu d'inquiétude. On est à 37%, on a encore largement le temps de rouler. Et ça baisse. On était à 39, 38, 37, 36. Et là, on se rend compte que finalement, il y a un petit peu moins de stress et puis que les gens ils peuvent venir se charger. Les Français sont un peu rassurés. On a regardé ce qu'il y avait dans une voiture. C'est une batterie. Elle est finie, la batterie. Et que dans cette batterie, quand on arrive avec 37%, ce qui reste à charger, ça va être 20 à 30 kWh, qui est une quantité, donc, qui est à peu près la moyenne nationale. Quand on vient se charger une session, c'est à peu près 20 et quelques kWh, 20 à 22 kWh. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce temps-là comme puissance pour charger ces fameux 20 ou 25 kWh. Et là, on se rend compte que quand on s'arrête une heure, c'est pas la peine de mettre des très très hautes puissances. On répond donc nous aux besoins de quelqu'un qui fait autre chose. Et puis, on n'est pas du tout, nous, dans la charge ultra rapide. Et on est très content qu'il en existe parce que ça veut dire qu'il y a des sociétés qui adressent ce type de segment. Et nous, on adresse le segment des personnes qui vont tous les jours vaquer à leurs occupations et se charger sur nos stations. Vous confirmez les chiffres des utilisateurs sur le reste d'autonomie? Je pense que oui, absolument. Mais effectivement, le segment est différent du coup, parce qu'on voit bien que le panier moyen, donc la taille de la quantité de kilowattheures consommés sur chaque session, et chez nous, c'est plus élevé que ça. La charge ultra rapide. Voilà, parce que c'est de la charge ultra rapide, donc on voit bien que l'usage n'est pas le même. D'accord. Alors vous avez choisi des emplacements où le service existait déjà. Et vous avez choisi des emplacements où il y a du service, mais vous pouvez en créer du service supplémentaire, soit possibilité de prendre un café, etc. Qu'est-ce qui change en fait exactement, et quel est l'avantage de ce modèle par rapport à l'autre? Ils sont tous les deux avantageux. Ça dépend du type d'utilisateur. Moi, quand j'ai créé la société, d'abord, on ne s'est pas posé la question de la charge électrique. On s'est dit, d'abord, dans les mobilités en général, on a beaucoup écouté l'AVER aussi. Quand je commençais la société, pour voir un peu quel était le comportement des utilisateurs, il fallait le prendre plutôt d'un point de vue d'un réseau, comme un réseau de télécommunications. Et on s'est dit, il va falloir répondre à des besoins essentiels de la population. Il y en a 4. On dit, voilà, il y a la mobilité pas chère. On va revenir peut-être sur les prix à un moment donné, parce qu'ils vont baisser pour nous. On achètera une voiture, on louera une voiture avec des kilomètres, comme on a un téléphone avec des gigas. C'est-à-dire qu'on partira avec sa voiture avec 20 000, 100 000 kilomètres. D'ici quelques années, ça sera... très rapidement, d'ailleurs, ça se fera, je pense. Ensuite, à côté, on a besoin de haut débit. Tout le monde a un téléphone ici, j'espère, et a besoin d'avoir du haut débit où qu'il aille, qu'il soit dans une zone très peu dense, comme dans les zones hyper denses, qui sont même des fois assez mal couvertes. Puis enfin, on a aussi besoin de services de proximité. On en parle souvent dans les territoires. Donc, il peut y avoir des casiers, de la poste, etc., qui peuvent s'implanter. Et puis de la donnée. Et donc, la donnée aujourd'hui, pour savoir combien on a consommé, comment mieux consommer notre mobilité. Donc, on a adressé ces 4 piliers et on s'est dit, on va faire un modèle économique autour de ça. On va donc placer des stations à des endroits dans lesquels on ne change rien aux habitudes des utilisateurs. Et puis, on va essayer d'y ajouter, quand c'est nécessaire, avec des partenaires industriels, télécommunications, casiers, sur des noms que vous connaissez, Vinted, Amazon, Pickup, ou les opérateurs de télécom, vous les connaissez. Eh bien, on va y ajouter de la collaboration et c'est ce qui permet dans ce modèle, de collaborer, donc d'avoir des revenus commerciaux. C'est ce que j'allais dire, une collaboration financière, de pouvoir faire profiter au prix, on espère, le plus bas et qui baissera encore pour les utilisateurs, pour leur faire permettre d'acheter une voiture et de se dire, c'est vraiment moins cher d'avoir une voiture électrique. L'implantation d'une station telle que la vôtre, en fait, c'est combien par rapport... Alors nous, c'est plutôt 20 fois moins on est aux environs de 25 000 € à peu près entre l'ingénierie, la négociation, l'installation, parce qu'on a beaucoup industrialisé. Je viens du monde de l'industrie. Donc on a une station, ça s'installe en 8 heures chez nous, donc c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes engins, je vais dire. Mais encore, ça adresse pas la même chose. Donc nous, on met une station avec 2 points de charge. Mais il est prévu dans notre loyer de pouvoir aller jusqu'à 8 points de charge. Donc nous, on met un maillage dans des villes comme Meaux, par exemple. On a été mettre 22 stations.
On est passé de quelques sessions à presque 2000 sessions par mois sur cette ville, parce que il faut de l'ubiquité, ce qu'on dit, il faut avoir beaucoup de stations. Donc c'est des modèles extrêmement complémentaires. On pourrait avoir, je crois qu'on est présent sur des mêmes territoires, donc on voit bien, nous par exemple, un VTC, bon, il va venir, mais il va dire la puissance, nous on met du 24 kg, 50 kg, parce que ça suffit pour nous. Mais un ambulancier qui veut se recharger très rapidement, il dérape plutôt chez Electra que chez nous. Et chez nous, on s'adresse à la masse de population qui va arriver, y compris dans les logements, y compris les logements sociaux. J'étais à Montpellier hier pour travailler, notamment avec la Caisse d'épargne sur un certain nombre de sujets, pour comment adresse-t-on justement toute cette population qui va avoir un véhicule qui va baisser en prix, et comment vous pourra-t-il se charger en ville presque au TRV. On vise actuellement une stratégie pour arriver au prix qui descendra pratiquement au prix du TRV en ville. Voilà. Du TRV ? Le prix de l'énergie classique. Voilà. Ok. Alors, très bien, 2 modèles différents. Il y a quand même une crainte en ce moment. En fait, on voit un tassement. On va pas être alarmiste, hein, évidemment, mais on voit quand même un certain tassement en fait, dans les ventes de voitures électriques, même si elles sont en progression depuis le mois de janvier. Mais depuis le mois de juin, en fait, chaque mois, en fait, on s'aperçoit que les ventes baissent par rapport à l'année dernière, ce qui n'est pas tout à fait le plan de marche prévu, justement, pour l'électrification des véhicules et puis du parc également. Est-ce que ce n'est pas une crainte pour vous, opérateurs de recharge, justement, ce signal un peu négatif qu'il peut y avoir sur les ventes de véhicules électriques? Julien Belliato. Alors c'est un point d'attention. Évidemment, les ventes de véhicules électriques sont... Parce que votre modèle économique, il s'est quand même fait à tous les deux sur une croissance du parc en permanence, en continu. Oui, absolument. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Donc oui, évidemment, c'est important, puisque plus les véhicules se vendent, plus ils circulent, plus ils ont besoin de se charger, et plus on peut avoir un business model qui tourne, puisqu'on a besoin de gens qui viennent se charger. Après, en tout cas pour Electra, ce qu'on fait, c'est de l'infrastructure long terme. Les investisseurs qu'on a au capital sont des investisseurs long terme, qui ont une vision long terme. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir d'entendre Claude parler de chiffres en 2030 et même 2050, et de dire en 2050, tous les véhicules seront électriques. Donc, c'est vrai que la question, c'est pas est-ce qu'un jour on passera vraiment à l'électrique ou pas. En tout cas, nous, on pense que c'est pas une question c'est la question du rythme. Quand est-ce que ça viendra. Donc, effectivement, l'attention, c'est est-ce que ce plateau, qui est tout relatif, hein, ça dépend des géographies, et ça s'explique assez bien. Il va durer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. S'il dure 10 ans, c'est compliqué, mais c'est pas du tout la tendance. C'est pas du tout ce qu'on pense. On pense que c'est un plateau qui va durer 1 an ou 2, et qu'ensuite ça va repartir, puisque les offres de véhicules électriques à prix adapté, plus bas, arrivent, parce que les technologies s'améliorent et les équipementiers s'équipent en outils de production. Et donc, évidemment, à court terme, ça veut dire qu'il faut savoir naviguer dans un environnement économique qui est pas forcément aussi bon que ce qu'on avait. Chez Electra, on a fait nos prévisions et vous aviez prévu on avait fait différents scénarios. Cette espèce de palier en fait que l'on est en train de vivre aujourd'hui dans les ventes de véhicules. On n'est jamais un modèle, c'est un modèle, donc on n'est jamais pile dessus. Mais oui, l'éventualité de chiffres moyens comme aujourd'hui est pris en compte. Donc chez nous, ça fait partie du plan, du financement, etc. Par contre, ce qu'on pense qui peut arriver, c'est que comme aujourd'hui en Europe, et peut-être même en particulier en France, il y a beaucoup d'acteurs de la recharge publique. On parlait d'acteurs de la recharge rapide ou lente, enfin il y a plein. Certains, comme les énergéticiens, je pense qu'ils ont une vision long terme, ils n'auront pas trop de problèmes non plus. Par contre, pour certains autres, on pense que ça peut être quand même un moment assez complexe. Et en l'occurrence, il y a beaucoup de points de charge. On parlait des chiffres de points de charge tout à l'heure. Alors non seulement c'est plus un problème, mais c'est vrai que ça ne se fait pas assez. Mais en l'occurrence, on peut même se dire, aujourd'hui, il y en a presque même trop. Quand on regarde les métriques du point de charge par rapport aux véhicules, bon, les véhicules vont arriver, donc ça veut dire qu'on est un peu en avance, tant mieux. Mais il y en a presque trop. Donc, il faut faire attention à pas déployer trop vite. Effectivement. Vous, en fait, ce qui vous permet effectivement de passer ce moment un petit peu compliqué dans l'électrification des ventes, c'est les services, justement. Vous avez un mode de rémunération également qui est différent des autres. Vous nouez des accords et des partenariats. Vous évoquiez tout à l'heure des sociétés comme Vinted ou autres, en fait, avec des casiers, des choses comme ça. Comment vous fonctionnez et est-ce que c'est eux qui vous reversent effectivement une somme d'argent pour vous installer près de leurs locaux? Alors, le modèle, effectivement, c'est nous, on fait l'investissement sur les infrastructures et on a créé et breveté des stations en Europe et aux États-Unis sur lesquelles ces stations, elles sont déjà prévues pour accueillir un certain nombre de services. On peut parler de capteurs de pollen pour les gens allergiques, on peut parler de tout un tas d'équipements en fait, qui peuvent venir dans cette station, qui est une station,
électronique, voilà, et qui accueille des chargeurs. Moi, je suis un petit peu plus ancien que tout le monde ici, donc je viens du monde des télécommunications, et on a bien vu dans les domaines grands industriels, informatique, télécommunications, que les équipements évoluent très très vite. Donc moi, quand j'ai créé la société, j'ai préféré d'abord voir comment on adressait les besoins, ensuite investir, mais pas trop, parce que les équipements vont évoluer, les protocoles de communication entre les voitures et le réseau vont évoluer. Et donc, c'est d'être en mesure d'orienter nos dépenses petit à petit en fonction des nouveaux types d'équipements qu'on regarde dès aujourd'hui. Il y en a certains autres qui vont avec ce qu'on appelle on charge la voiture par-dessous, etc. Et donc, c'est des lourds investissements. Donc, on a choisi ça. Et puis, c'est pas qu'on ne fait pas attention au nombre de recharges qu'on fait, puisqu'on va dans les petits villages de 240 habitants, dans lesquels on met un chargeur rapide, parce qu'on a d'autres services. Mais c'est surtout ce qu'on essaie de faire, c'est créer ce maillage, comme le fait d'ailleurs Electra, elle le fait très bien, pour qu'ensuite, la population elle viendra de plus en plus se charger. Et nous, en attendant, on essaie comme d'avoir une rentabilité, on espère, rapide. Et nous, on espère des rentabilités à 7 ans. Et donc, c'est pour ça que quand on a d'autres services qui n'ont rien à voir avec l'électrique, mais qui sont plutôt dans une logique urbaine, parce qu'il faut bien du haut débit, il faut bien ce genre de choses, eh bien, on collabore avec ces sociétés. Donc, effectivement, elles nous rémunèrent. C'est un contrat commercial sur le fait qu'on étudie leur implantation, qu'on sait maintenir ces produits-là. Enfin, je viens du monde des télécommunications, donc on connaît parfaitement ça. Et puis, en même temps, ça rend service au territoire. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes logiques d'investissement. Nous, par exemple, on signe sur 12 ans avec les collectivités, là où effectivement, je comprends bien pourquoi Electra signe sur 15 à 20 ans avec des logiques qui sont aussi bonnes, mais différentes. Voilà. Peut-être une réaction, Claude Renard ou Clément Molisant, sur cette sans doute concentration des opérateurs de bornes de recharge en France. On a compté environ 300 opérateurs, alors des petits, des plus gros, il y a vraiment toutes les tailles possibles et imaginables. Est-ce que c'est trop pour la France, en fait ? Je ne sais pas si c'est trop. En fait, il n'y a pas d'objectif d'en avoir un nombre défini à l'avance. Effectivement, ça peut paraître beaucoup. On a des opérateurs qui sont aussi très, très localisés. Certains, notamment, on a une grande partie qui dépendent des syndicats d'énergie. Donc, évidemment, ils sont sur leur département, voilà. On a constaté déjà quelques... Alors, ce n'est pas de la grosse concentration, mais quelques regroupements. J'en ai un en tête. Alors, c'est dans les opérateurs pour les copropriétés. On a eu The Born qui avait repris Born Solutions il y a 2 ans aujourd'hui. Donc ça arrive, c'est des choses qui vont arriver, certainement. Maintenant, ce n'est pas forcément un problème en soi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rassurer... Enfin, moi, je pense qu'on n'aura pas de cas de figure où un opérateur risque d'être en difficulté et du coup met son réseau HS et le ferme et donc fait une rupture de service vis-à-vis des utilisateurs. On aura peut-être des opérateurs qui auront des difficultés, mais qui dit difficulté dit, dans un schéma de concentration, une opportunité pour un concurrent de reprendre l'activité en le rachetant, tout simplement. Donc globalement, ça risque d'être quelque chose qui serait transparent pour l'utilisateur, mais du coup, la structuration des différents actionnaires, c'est pas ça qui importe. Quand Stellantis a refait donc avant, il y a eu la reprise ce regroupement de différentes marques. Ça n'a pas posé de problème. Les marques continuent à vivre éventuellement de façon séparée. Et aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être 300 opérateurs de recharge, mais il y a peut-être autant de marques de constructeurs automobiles. C'est pas ça qui pose en soi un problème. Sur justement les constructeurs automobiles et l'offre de véhicules électriques, comme on l'évoquait juste avant avec cette notion de plateau, je pense qu'on a aussi un phénomène très ponctuel. Et en fin de compte, si on compare effectivement le mois d'août 2024 par rapport au mois d'août 2023, faut savoir que ces mois, le mois d'août, ne sont pas forcément des mois pertinents. Il faut faire des moyennes glissantes sur des périodes beaucoup plus longues. Il faut aussi constater qu'l'année dernière, il y a eu des accompagnements et surtout un best-seller, on pourrait le nommer, c'était le modèle Y, qui a fait énormément de ventes. Donc on avait des chiffres exceptionnels l'année dernière. Il y avait la Dacia Spring aussi. La Dacia Spring. Et aujourd'hui, on a des nouveaux modèles qui vont bientôt sortir. Alors, certains sont déjà sortis. Je pense à la EC3, ou la Renault 5 électrique également. Donc, ces modèles qui vont être des vrais succès dans les mois et années à venir vont permettre aussi un redécollage des ventes. Et moi, je pense que le plateau sera moins long qu'1 an ou 2. Et ça devrait repartir, peut-être pas dès la fin de cette année, mais 2025, sans difficulté.
D'accord. Clément Mollison, sur la concentration des opérateurs, vous en pensez quoi? Oui, bien sûr. Pour ce que disait Claude juste avant, il faut se dire aussi que c'est normal. C'est normal, on est sur une nouvelle technologie, on est sur l'adoption d'une nouvelle technologie. Sur toutes les autres technologies, on a vu les mêmes phénomènes. Là, on a une croissance considérable pendant presque 4 ans. Ça se ralentit, ça se tasse un petit peu. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ça va continuer, ça va reprendre. Et effectivement, il y a un certain nombre de choses à mettre en place pour que ça se développe. Sur votre question sur la concentration, même chose, peu importe d'une certaine façon. Si on a un seul acteur, si on en a 300, l'important pour l'utilisateur, c'est qu'il s'y retrouve et qu'il ait la capacité de se recharger là où il a besoin de se recharger. Après, pour lui, d'avoir plusieurs acteurs ou pas, c'est pas vraiment un enjeu. Ce qui est intéressant, je trouve, avec ce plateau et avec ces 2 acteurs, c'est qu'on voit bien la complémentarité aussi que l'on peut avoir dans les offres de recharge qui sont faites. Et c'est ce qui explique en partie la multiplicité d'acteurs. Au-delà des enjeux locaux où certains acteurs se développent sur une maille nationale, d'autres sur une maille très locale. Et ça répond à des problématiques diverses. On a un territoire français qui est extrêmement hétérogène, donc on a un maillage de la recharge qui est hétérogène. Le sujet, c'est qu'il ne soit pas inégalitaire. Et après, chacun voit où il peut s'implanter. On va aussi peut-être avoir à traiter les zones où on n'a aucune rentabilité ou quasiment aucune rentabilité. Et peut-être avoir des bornes qui sont très rentables adossées à des bornes qui ne le soient pas du tout, pour faire en sorte qu'on ait un maillage qui soit uniforme, ou alors se dire on regarde vraiment les flux, on voit où est-ce que c'est le mieux de s'implanter, et la borne qui est jamais utilisée, tant pis, c'est peut-être qu'elle n'était pas au bon endroit. Premières bornes qui ont été installées, certaines il y a quasiment 10 ans, certaines où si elles voient une voiture électrique dans l'année, elles sont contentes. Voilà, c'est pas le cas de toutes évidemment, mais on a énormément d'intelligence qui a été développée depuis les premières années de la recharge, et les acteurs qui aujourd'hui font des déploiements, ils ont emmagasiné un certain nombre de connaissances qui leur permettent vraiment de savoir précisément où est-ce que c'est pertinent de développer les bornes. Donc elles sont de mieux en mieux implantées, de mieux en mieux utilisées, en répondant de mieux en mieux aux usages et aux besoins des utilisateurs. Vous vouliez intervenir? Oui, alors juste, on a souri là, mais effectivement, c'est vrai. On a des supervisions qui montrent que certaines bornes, et une grande partie enfin une grande partie, c'est pas la majorité bien évidemment, mais plusieurs milliers de bornes voient moins de 5 véhicules à l'année. C'est quelque chose de réel, c'est pas une expression, quoi. Quand on voit une session à l'année. Donc effectivement, dans ces cas de figure, c'est difficile d'avoir un modèle économique rentable. Et elles sont où ces bornes? Je vous interromps, c'est plutôt en ville? On a une image d'Épinal de la borne de recharge dans un village entre la mairie et l'église, où les gens ont chacun des parkings et peuvent tout à fait se recharger chez eux. Et donc cette borne-là, elle a été installée à un moment où il fallait impulser une dynamique, il faut aussi rassurer les gens. Voir une borne de recharge, c'est déjà se dire qu'elles existent et aussi voir des voitures électriques qui viennent s'y recharger. Donc il y a aussi un vrai intérêt. Et peut-être que celle-ci, elle n'est pas pertinente aujourd'hui. Il faudra se poser la question à l'avenir. Est-ce qu'on la maintient en ayant une vision de service public? C'est pour ça que souvent, c'est les bornes de syndicats d'énergie. Dire, tant pis, même si elle n'a qu'une voiture, c'est que cette voiture, elle avait besoin de se recharger à ce moment-là. Ou alors de se dire, tant pis, on va vers un schéma où on est là où il y a le besoin uniquement et on l'enlève. Et tant pis pour la voiture qui aurait voulu se recharger là, elle ira un peu plus loin ou elle s'arrêtera un peu plus tôt. Vous, ça vous arrange s'il y a des faillites parmi les opérateurs? Non, vous êtes prêts à racheter ou pas? Il y a 300 réseaux, mais il y a beaucoup de réseaux. C'est des réseaux de syndicats d'énergie. Donc, en fait, c'est des réseaux publics. Et puis, il y a aussi des réseaux privés. Moi, ce que je pense, avec les 2 casquettes, c'est les opérateurs qui ont à la fois un réseau physique, à la fois leur propre outil d'exploitation pour bien savoir ce qui se passe, parce que tous les réseaux n'ont pas cet outil et le sous-traitent, des fois des boîtes étrangères. Donc, soit on a son réseau, son outil d'exploitation, et ce qu'on appelle son moyen de paiement, on appelle ça l'IMSP avec le badge. Je pense que ces sociétés-là, et qui sont en plus en croissance, sont de nature peut-être aussi à faire des acquisitions un jour pour pouvoir grandir, pour aller plus vite, parce que des fois c'est make or buy, comme on dit en anglais, tiens, finalement il y a des chargeurs, je vais les acheter. Mais ceux dans la chaîne de valeur, ceux qui font juste une carte ou qui sont juste une commodité par système d'exploitation, je pense qu'eux, ils auront un petit peu plus de difficultés. Justement, chez Electra, nous, on fait tout, dont l'outil d'exploitation, le back-end, le réseau, tout en propre. Voilà, aussi. Et on a des équipes opérationnelles
développement commercial, etc. Et en gros, puisqu'il y a un investissement fort pour offrir le meilleur service, et ça veut dire une équipe, on a quasiment 40 personnes qui font du développement logiciel chez nous. Évidemment, c'est comme tous les business en fait, quand il y a un effet d'échelle qui fait qu'on peut avoir un business model meilleur. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on est allé assez vite à l'international, parce qu'on veut avoir un impact fort et avoir un beau business model. Et donc la logique, moi évidemment, on souhaite la faillite à personne. Par contre, si c'est meilleur pour l'écosystème, qui est de la consolidation, que ce soit par fusion ou acquisition de réseaux, c'est ce qui se passera. Et nous, évidemment, on est actifs sur le sujet. Vous attendez, en fait. Pas spécialement sur la France, parce qu'on est déjà bien déployé, mais pourquoi pas. Mais on est actifs dans d'autres pays. C'est la dynamique générale du marché. Quand on regarde les équipements, parce qu'il y a aussi beaucoup de fabricants de chargeurs, parce qu'on s'est lancé, il y a tout un tas de marques. Donc, la plus compliquée, quand il y a ce genre de situation, évidemment, c'est l'intégration. C'est-à-dire, il y a des équipements existants qui sont avec on parlait des protocoles, ils ne sont pas adaptés. C'est comme si je rachetais un ordinateur Victor, dans certains cas, pour ceux qui se rappellent du Victor, Bulle, on se rappelle. Et donc là, on a des vraies difficultés en fait d'intégration. Pas tellement des équipes, mais surtout des matériels. Et donc, c'est là et puis les emplacements. Il y a des emplacements, par exemple, où nous, un Station E, ils ne sont pas adaptés pour de la charge électrique, mais ils sont peut-être adaptés pour justement le chargeur qui va être utilisé que 30 fois dans l'année, et puis ou une vingtaine de fois, et puis qui va avoir d'autres services qui sont à côté, toujours dans une logique on ne peut pas être rentable partout. C'est comme pour le train, c'est comme dans l'urbanisme, on a toujours vu des endroits qui étaient ce qu'on appelle les zones un peu moins rentables et les zones plus rentables. Et donc nous, on a choisi de ne pas nous battre sur les supermarchés, par exemple, uniquement, parce que c'est vrai que c'est naturellement l'endroit où il faudrait aller. D'abord pour des questions de loyer, qui sont beaucoup plus chères, et puis de rentabilité, qui sont pour nous incertaines. Et donc, on a choisi d'aller un peu jusque dans la banlieue des grandes villes, jusque dans le très rural, toujours en discutant, même si on est mobiliance, avec l'AVER, avec les agents économiques qui, en fait, nous disent « vous devriez aller plutôt là, là ou là », et puis ça nous permet quand même d'aller s'approcher des 400 000 points de charge en 2030, et en tout cas d'y contribuer. D'accord. Claude Renard ? Oui, justement, sur l'aspect, alors pas tout à fait concentration, mais le nombre d'opérateurs, déjà, comme on a segmenté un petit peu les usages, entre la recharge lente, la recharge ultra rapide, sur la recharge ultra rapide, il y en a beaucoup moins. Il n'y a pas 300 opérateurs qui font la recharge sur autoroute. Par contre, ça reste important d'avoir un choix, d'avoir une diversité d'opérateurs. Et typiquement, sur le réseau routier national, donc sur les autoroutes en France, on a dit que toutes les aires de service étaient équipées, donc c'est une très bonne chose. Mais moi, j'irais plus loin, je préciserais qu'on n'a pas un opérateur qui a 2 aires consécutives. C'est-à-dire que l'utilisateur, celui qui est dans sa voiture, s'il n'a pas envie d'aller avec un opérateur, il va à l'ère suivante, il aura un autre opérateur. D'accord. Et il y a pas c'est du Tesla, du Unity, etc. Ça peut être Total Energy, d'autres. Enfin, voilà, Comment ? On va aussi un peu sur autoroute, mais c'est pas un cœur de métier. Vous en avez quelques-unes sur autoroute également ? Oui, aujourd'hui on en a une quinzaine d'ouvertes et on en a 8 en chantier. D'accord, ça pourrait être une voie de développement. Et après, je reviens à vous tout de suite, Claude. C'est pour les effets de réseau, maillage. D'accord. Mais ça restera à la marge par rapport à la zone urbaine. D'accord, ok. donc ça, pour nous, c'est très important d'avoir ce... Alors, pour le choix des personnes, bien sûr, mais surtout dans un aspect concurrence. C'est-à-dire que derrière, il y a automatiquement, je ne veux pas dire, une petite compétition entre les opérateurs pour offrir le meilleur service, pour offrir les meilleurs tarifs. Et ce qu'on a constaté, je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet direct, mais ça, il y a quand même quelque chose. C'est en 2023, plusieurs opérateurs ont baissé leurs tarifs, qui étaient traditionnellement sur autoroute. Aujourd'hui, si on essaie de faire simple, en fait, une recharge sur autoroute, c'est combien ? En ville, c'est combien ? Et à la maison, c'est combien ? Au niveau du prix ? Est-ce que vous pouvez me donner 3 tarifs Dans l'ordre d'idée, si on ramène à 100 km chez soi, c'est 2-3 euros. En voirie, c'est autour de 6 euros, 6-7 euros, ça dépend de ce qu'on prend. Et sur autoroute, c'est plutôt dans les 12-15 euros. Donc sur autoroute, on est plus proche de ce qu'on va faire, de l'équivalent avec un thermique. Mais c'est de la recharge qui est quasi anecdotique, occasionnelle. Donc nous, quand on regarde la question des tarifs, on regarde toujours le budget global pour l'utilisateur. Regarder juste le prix de la recharge, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et pour tous les étés à venir, on continuera à avoir des sujets sur est-ce que la recharge, elle est pas chère sur autoroute ? Oui, peut-être, mais en fait, c'est combien la personne, elle va payer sur une année. Et sur une année, le budget carburant, il est divisé par 3. C'est considérable pour les ménages aujourd'hui, et on voit se développer une offre de véhicules d'occasion. On a dit, on a des véhicules moins chers qui sont aussi en train d'arriver sur le marché. Ça veut dire que progressivement, on va avoir des véhicules disponibles pour
les classes moyennes, les classes moins favorisées et qui ont quand même besoin de leur véhicule et pour lesquels, en ayant accès à un véhicule peu cher et en pouvant diviser leur budget carburant par 3, on va avoir une vraie économie globale pour ces ménages dont le poste budgétaire transport est considérable. Donc il y a une vraie, il y a quelque chose de vraiment positif aussi qui est en train de se développer. Et la recharge, il ne faut vraiment pas le voir uniquement comme une contrainte. C'est une opportunité, ça nous permet de payer moins cher. Et à noter dans ce tarif moins cher au niveau national, même sur autoroute, ça reste quelque chose d'assez intéressant. Donc là, j'aimerais bien aussi entendre Electra, puisqu'on a vu qu'ils étaient dans différents pays européens, et on constate que beaucoup d'opérateurs qui sont implantés au niveau européen ont des tarifs différents entre les différents pays. D'accord. Alors, l'ordre de grandeur de différence de coût d'une station Electra en France par rapport à la Belgique ou l'Italie, c'est combien à peu près ? Alors, je peux partager les chiffres. En moyenne, sur nos stations hors autoroute, puisqu'on a des prix différents sur autoroute, comme vous l'avez écrit, puis c'est des questions de contrat, etc. On est à environ un peu plus de 50 centimes du kilowattheure. Donc, ça revient à 7 € pour 100 km. Voilà. En Belgique, on est à 70 centimes du kilowattheure. Mais c'est un des réseaux les moins chers en Belgique, malgré tout. Et en Italie, même un petit peu plus, 79 centimes du kilowattheure. Mais c'est aussi un des réseaux les moins chers. Et la raison principale, c'est le coût d'électricité en local. On va en parler, c'est les questions suivantes, justement. Deux points rapides. Oui, nous, bien chez sûr. Station E, c'est un tarif national. Alors, on n'est pas encore dans d'autres pays. On a déjà signé des accords, mais on ira, une fois qu'on aura déployé suffisamment en France, on est à 36 centimes. On n'est pas du tout sur les mêmes endroits. Oui, bien sûr. Mais c'est pour que tout le monde comprenne. Si vous faites un sandwich chez vous, il va vous coûter un prix. Si vous avez envie d'acheter un sandwich à côté, au café d'à côté, il va vous coûter un peu plus cher. Et si vous allez sur l'autoroute, chacun a déjà vu quand les enfants veulent un club sandwich, la banque demande à rendre la carte bleue. Et donc, on a bien des prix différents et tout le monde a conscience qu'il y a ces prix différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit c'est trop cher, l'électrique, etc., il faut comparer ça par rapport à d'autres types de produits qu'on achète. Et on est toujours, de toute façon, en dessous du prix de l'essence. Donc, quand on va sur autoroute, c'est normal, il y a un service. Quand on est beaucoup plus rapide, c'est normal qu'on paye un peu plus cher. Et puis, quand on est en ville, on va payer un prix parce qu'il a fallu payer des implantations. Et puis, quand on est chez soi, évidemment, là, c'est beaucoup moins cher. Alors, on va parler d'un sujet super important, effectivement, pour les bornes de charge, c'est le prix d'achat de l'électricité. Vous n'avez pas tous les mêmes modèles, en fait, sur cet achat de l'électricité. Comment ça se passe chez vous, Julien Belliato ? Est-ce que, justement, la différence de prix selon les pays vient de la manière dont vous achetez l'énergie, dont vous achetez l'électricité ? Chaque pays a son marché, donc on est obligé d'acheter de toute façon l'électricité avec une stratégie définie spécifiquement dans chaque pays. Et ensuite, le prix est de toute façon différent dans chaque pays. Après, la stratégie d'achat d'énergie, c'est quelque chose de très complexe. Beaucoup de monde en font leur métier toute leur vie. C'est passionnant d'ailleurs. Et il y a plein de façons d'acheter l'énergie. On peut se dire qu'on achète au spot. Au spot, ça veut dire qu'on est exposé aux variations à tout instant. Permanente. Voilà. Donc ça change au cours de la journée, etc. On peut se dire qu'on achète en forward. Donc forward, c'est en gros on sécurise sur une certaine durée un volume, un prix avec des sophistications contractuelles. Je ne vais pas développer maintenant. Ou alors on peut même faire des power purchase agreements où en fait là on est en direct avec des producteurs d'énergie. Où là c'est des contrats à long terme avec des sécurisations financières, etc. Et je pense que chaque opérateur a sa stratégie. Certains font que du spot. Il y a un profil de risque et donc d'opportunité lié à chacun des profils. Et certainement que la bonne façon de faire, c'est comme souvent quand on fait mixer un peu. C'est un peu un mélange des trois. D'accord. Vous, c'est ce que vous faites ? Alors, on fait... Sans dévoiler de secrets. Alors déjà, c'est vrai que c'est assez confidentiel, donc je ne peux pas trop dire. Mais pour ce qui est du PPS, on a encore des volumes qui sont relativement faibles pour faire des Power Purchase Agreement long terme, mais on regarde. Et puis après, on fait ça dépend. Et en plus, ça dépend des pays. Ça dépend de la phase du pays, ça dépend du volume, parce que parfois, ça ne vaut pas le coup de sécuriser. Donc la réponse, elle est très longue, en fait. Mais en résumé, on regarde pour... construire une stratégie avec un peu un mélange des trois sur chacune des géographies. D'accord. L'idée étant de
en mélangeant les deux, de sécuriser une partie en termes de prix, mais de garder une exposition aux variations. D'accord. Donc j'imagine que les prix qui ont été déclarés en hausse, cet été, on a tous entendu des automobilistes qui disaient que les prix de la recharge sur autoroute notamment avaient nettement augmenté. C'est peut-être aussi parce que l'énergie avait été achetée en pic, parce qu'il y a des contrats à 3 ans aussi pour l'achat d'électricité, par exemple, et quand ils étaient au plus haut au moment de la guerre en Ukraine. En fait, comment vous faites, Alain Rolland? Déjà, la taille du réseau, nous, on a 340 stations. Enfin, on en sort une par jour, mais ça va vite, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Donc, on est en quelques gigawattheures de consommation. Donc, on n'est pas encore dans les niveaux qui sont suffisants pour faire les fameux contrats PPA. Donc, nous, aujourd'hui, on essaie d'être concentré sur notre métier. Et vu la taille du réseau, on n'a pas tellement d'enjeux actuellement. Il y en aura un parce qu'on vise 10 000 stations, donc quand on en aura beaucoup, le problème se posera et on s'équipera à ce moment-là. Mais pour l'instant, on reste concentré sur notre déploiement. On achète en négociant directement avec des courtiers ou via des sociétés très connues qui nous vendent de l'énergie. Et puis, en même temps, on travaille beaucoup sur, peut-être que Claude en parlera, mais sur des mécanismes qu'on appelle la tier verte, par exemple, où derrière, on va peut-être bénéficier aussi par rapport à ce prix-là d'un certain nombre d'avantages. Et puis enfin, derrière ça, on vend à un prix, 30 centimes hors taxe. Notre pari, c'est qu'il faut que ce soit à un prix abordable pour tout le monde. Et puis derrière, il faut qu'on gagne de l'argent ailleurs. Voilà. Parce que sinon, on va toujours reporter vers l'utilisateur toutes ces variations. Quand il y a eu la guerre dans l'Europe de l'Est qui a commencé, on n'a pas bougé notre prix. Alors c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec une marge extrêmement réduite, mais il fallait absolument donner confiance à nos clients et leur montrer qu'on maintenait nos prix. Vous avez la même stratégie ou bien vous faites fluctuer également Alors, on a depuis le début... un des points clés chez Electra, c'est la simplicité. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit on veut faire que de 1 euro du kilowattheure et on veut faire une tarification simple. En France, on a aujourd'hui 2 tarifs. Alors, encore une fois, ce n'est pas les tarifs IMSP avec les badges, parce que ça, ce n'est pas notre tarif, c'est le tarif des utilisateurs. Bien sûr. Mais quand on va directement chez Electra, il y a le tarif hors pic, qui est à 49 centimes, taxe incluse, et pic, alors c'est en matinée, en soirée, en fait c'est lié au coût d'énergie. D'accord. C'est comme à la maison. D'accord. Ça dépend des contrats, mais la plupart du temps, 59 centimes. D'accord. Voilà. Okay. Et dans les autres pays, pour l'instant, on a un seul tarif. Ouais. Et on verra. Et on peut très bien aller vers quelque chose de plus sophistiqué, mais plus intelligent et plus avantageux pour l'utilisateur, avec un prix qui varie de manière un peu plus dynamique. Par exemple, qui varie en fonction des stations, des heures, mais de manière un peu plus dynamique, mais pas trop. Je vous rappelle qu'on propose chez Electra la réservation du point de charge. Ouais. Donc, si quelqu'un réserve, arrive 1 heure après et que le prix a changé, c'est pas possible. Donc on va devoir écrire une stratégie intelligente là-dessus, mais le fait d'être agile sur le prix va être un gros différenciateur aussi. Et avoir un stock de batteries justement stationnaires pour venir soulager le réseau lorsqu'il y a des pics effectivement d'utilisation, ça vous êtes prêt à le faire également, parce que c'est un des sujets aussi importants en fait pour les stations de recharge. Hier, il y a eu une première démonstration. Ça s'appelle le Drezy. Le Drezy, c'est un train. Enfin, c'est pas un train, en fait. C'est une nouvelle voiture pour aller sur les rails. Donc, nous, on participe à ce projet et on travaille beaucoup, notamment, sur l'utilisation du stockage d'énergie. On envoyer beaucoup de puissance dans un engin plus lourd ou une voiture. Et nous, nos stations, aujourd'hui, sont prévues et sont prééquipées, en fait, pour pouvoir accueillir des futures batteries. Pourquoi on le fait maintenant? C'est parce que c'est beaucoup trop cher. Le prix de la batterie, de sa chimie, etc., tout ça, ça va baisser. Et donc, on a déjà prévu sur nos stations, quand ce sera intéressant à faire d'un point de vue investissement, de pouvoir équiper nos stations et de donc charger très lentement ces batteries avec un réseau et une connexion pas très importante et d'envoyer beaucoup de puissance dans le réseau, dans la voiture. Et les prix d'ailleurs ont déjà commencé à beaucoup baisser. Oui. Mon pari, c'était que ça allait descendre à 35 € le kilowattheure. On n'est pas loin pour 2025, à mon avis. Les batteries des voitures, du coup, vont... Pour nous, une batterie de 100 kWh, dans 2 ans, elle coûtera 3 000 € à l'achat pour la voiture. Donc ça a extrêmement baissé les prix des automobiles. Et pour ce qui est de la stratégie de coupler des batteries stationnaires à un réseau de recharge, c'est quelque chose qu'on regarde activement et on va aussi en déployer. Pour des raisons que vous avez déjà bien identifiées, qui sont plus de contrôle en fait sur les heures auxquelles on peut acheter l'énergie. Parfois, c'est même aussi en fait une façon de rendre certains projets, en France pas tellement, mais dans d'autres pays, c'est de rendre les projets possibles parce que les raccordements sont limités, on n'a pas la puissance nécessaire. Donc, pour pouvoir absorber le pic de puissance qui est en général pas très long sur une journée, c'est un peu comme un chauffe-eau à la maison finalement, il faut pouvoir mettre une batterie. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on regarde attentivement. Comme vous êtes présent sur d'autres pays européens, est-ce qu'il y a cette même des diversités, j'allais dire, d'opérateurs dans les autres pays, en Belgique
en Italie? Oui, Ou est-ce que c'est exactement... Le déploiement s'est fait sur le même modèle, en fait, quels que soient les pays européens? La France n'est pas un cas particulier? Le même modèle exactement, je ne saurais pas dire, mais la logique d'avoir effectivement les différents segments de public lent, moyen, rapide, avec je pense, des syndicats d'énergie aussi, et puis des opérateurs purement privés, avec les énergéticiens, les opérateurs adossés aux fabricants de voitures, et puis des pure players, comme nous, les spécialistes. C'est la même chose dans tous les pays. La multiplicité d'opérateurs, c'est la même chose dans tous les pays. Il y a une spécificité quand même, je dirais, française, c'est que, et j'en profite pour remercier notre partenaire Enedis, c'est que le raccordement est finalement très efficace. Ouais. Et que, en fait, le déploiement physique est beaucoup plus lent dans pas mal de pays autour. D'accord. Et du coup, en termes de dynamique business, c'est très similaire. En termes de maillage, c'est pas encore tout à fait pareil. C'est pour ça que ça s'est accéléré aussi vite, enfin, entre autres. D'accord. Ouais. D'accord, ok. Donc on voit bien que effectivement les opérateurs sont là, la demande et l'offre est là, bien évidemment. On va voir effectivement, comme dans tout secteur économique qui s'est développé, des mouvements et puis des mouvements de concentration chez les opérateurs. C'est quoi l'enjeu aujourd'hui de l'infrastructure des bornes de recharge? On parle de poids lourds, Claude Renard, c'est ça? Vous allez travailler pour mailler de manière plus efficace pour la recharge des poids lourds? Alors de plus efficace, oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas. Alors, il n'y a pas rien. Hier, il y avait une inauguration d'une station de recharge poids lourd qui était justement financée par France 2030. D'accord. Donc, voilà, ça commence. Et donc, cet opérateur a prévu de déployer jusqu'à 250 stations de recharge poids lourd d'ici 2030. Et puis, d'autres opérateurs également vont le faire. Donc ça, c'est les grands enjeux des années à venir. Le déploiement des bornes en tant que tel pour les poids lourds, c'est l'enjeu, mais derrière, un petit peu en back-office, si on l'a un peu effleuré, c'est le sujet de la fourniture de l'électricité et des puissances associées. Parce que là, on attaque des puissances de recharge beaucoup plus importantes. Voir, bien sûr. On aura certainement une segmentation, comme on l'a aujourd'hui sur véhicules légers, de la recharge lente, 22 kW, la recharge rapide, au-delà de 100 kW, 150 kW. Au niveau poids lourd, c'est d'autres échelles. La recharge lente, c'est 50, 150 kW. Et la recharge rapide, pour un poids lourd, ça va jusqu'au mégawatt. D'accord. Donc là, on est sur donc c'est une autre échelle. Hein. Une autre échelle, une nouvelle technologie, une nouvelle norme, un nouveau standard de prise. Et automatiquement, les raccordements vont également avoir des puissances beaucoup plus importantes. On parle dès maintenant de raccordement à 5 MW et d'ici quelques années, on ira à 10, 15, voire 20 MW et puis peut-être même au-delà plus tard. On va avoir du coup une réflexion très forte sur le système électrique, les renforcements du réseau de distribution. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà planifié, organisé, on travaille dessus. Il n'y a pas de... c'est pas évident, mais c'est pas un mur infranchissable. C'est quelque chose qui est réaliste et qu'on travaille tous les jours. Et maintenant, l'autre volet qui rentrera peut-être de la complexité, mais aussi peut-être des nouveaux usages pour les utilisateurs, c'est comme cette énergie sera fondamentalement décarbonée avec des énergies renouvelables. Ça veut dire aussi intermittente. Et typiquement, quand on a beaucoup de production d'éolien ou de photovoltaïque, on ne choisit pas quand il y a un nuage qui passe devant le soleil, etc. Et donc, on va commencer à avoir un peu plus d'incitation à se recharger au meilleur moment par rapport à la production d'énergie, notamment énergie renouvelable. Donc c'est aussi pour ça, on a évoqué en tout début le crédit d'impôt pour les bornes à domicile. Aujourd'hui, il est strictement réservé aux bornes pilotables. Donc ça, c'est une nouvelle notion sur laquelle on travaille. Et évidemment, je pense que d'ici quelques années, on aura des structurations tarifaires. Alors, je suis désolé, ça va peut-être encore complexifier le sujet, mais qui pourraient être plus avantageuses lors des pics de production d'énergie renouvelable que pourraient être typiquement les après-midi ensoleillés. Donc ça, c'est aussi des réflexions à avoir pour faciliter, en fait, désinciter les utilisateurs à se recharger pendant les pics, c'est-à-dire 19h, 21h, et amortir, simplifier en fait l'impact de la mobilité électrique sur le système électrique. Très bien. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets, en tout cas, sur la demande, le maillage, l'implantation, la concentration, les opérateurs et les systèmes économiques et de ces opérateurs. Merci à tous. Je vous propose de nous retrouver dès le début de l'année prochaine pour une nouvelle émission du Club Trajectoire Durable. Merci.